Oui, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, c'est plus que l'offre d'un emploi. L'entrepreneuriat, surtout quand on le fait avec passion, euh, ça occupe, ça permet de se projeter, mais ça nous amène aussi à contribuer, mais fortement, si on y croit, si on est entrepreneur dans l'âme, mais ce n'est pas impossible après tout. Mais il faut dire que l'expérience du Maroc m'a beaucoup inspiré. Parce que c'est vrai, quand je vais étudier, il faut dire que, à défaut d'avoir fait Sciences Éco, je voulais aller en entreprise. Et quand je vais me spécialiser au Canada, je reviens avec l'espoir de créer mon entreprise. Mais quand on le dit comme ça a l'air facile. Et je vais découvrir qu'il ne suffit pas de dire pour créer. J'avais toutes les théories, tu montes ton business plan, tu fais des études de marché, tu fais là-dedans. Bref, toutes les théories, c'était là-dedans. Et pour moi, ça va prendre. Ça ne prendra jamais comme ça. J'arrive au Maroc en tant qu'ambassadeur. Et puis, dans la foulée, puisque je venais de dire que euh, l'un des principaux dossiers que je devais mener, c'était de dynamiser la diplomatie économique. Donc, ça prenait que je rencontre les opérateurs économiques, que je visite les entreprises et tout ça. Et j'étais à la résidence. Et puis, j'avais dans le jardin de la citronnelle. Ça va partir de là, de la citronnelle. Et puis, j'observe la citronnelle. Je dis, bon, qu'est-ce que ça prendrait de rendre la citronnelle, disons, de faire de la citronnelle une consommation instantanée, un peu comme le thé. Et là, le déclic. Je coupe la citronnelle, j'écrase, et puis je vide le sachet du thé Lipton, que je remplace par la citronnelle que je viens de passer au robot. Comment vous appelez encore le robot là? Moulinet. Le mixeur. Et j'attache, je fais bouillir de l'eau et je trempe le sachet dans l'eau. J'ai une belle couleur et j'ai un parfum qui remonte. Je dis, ah mais enfin, je tiens mon affaire. Donc je veux rendre instantané la citronnelle. Mais tel que j'ai fait, ça n'a pas de sens parce que les autres, ils font pas comme ça. Et je décide d'aller visiter la marocaine d'été et infusion, Maté. Je vais les visiter pour susciter des partenariats, certes, mais pour comprendre comment est-ce que le thé est fabriqué en sachet. Je vais les visiter, on raconte, ils découvrent l'intérêt d'aller au Gabon et tout ça là, et puis je leur dis, mais est-ce que vous ne seriez pas intéressé à la transformation de la citronnelle? Ils me disent, mais la citronnelle nous intéresse. On importe de... Ils importaient pour des rares fois d'Asie. Alors, je vais retrouver le pays, pour ne pas dire n'importe quoi. Je dis, mais pourquoi vous allez chercher de si loin? Je peux vous exporter la citronnelle à partir du Gabon. Mais quand je le dis, je n'ai pas de champ de citronnelle ici. Et puis la citronnelle, bon, on en trouve dans les jardins. On n'a pas la prétention de dire, commandez, je vais. Mais je l'ai dit, j'ai osé. Parce que je sentais que là, s'ils disent oui, je vais aller faire les champs de plantation, de citronnelle, c'est ce qui va pratiquement arriver. Mais avant que je n'aille voir Maté, j'ai quand même bricolé à la maison. Donc d'abord la citronnelle fraîche et puis ensuite je l'ai laissé sécher au soleil parce que le thé il est sec, il n'est pas frais. Et puis ça marche une fois quand ça dure, tu as tu consommes de l'herbe après parce que ça s'évapore et tout ça. Bref, j'étais à côté de la plaque quoi. Mais je savais qu'on pouvait faire quelque chose. Et puis Mathé me dit si vous avez des champs de citronnelle,
considérez que je suis votre client. Bon, il y a donc de l'argent à se faire. Mais vous savez, dans ces choses aussi, il faut être accompagné. Ce qui va se passer, c'est que on est inspiré, je suis inspiré au moment où, je pense qu'il est dans la salle, mon fils, Warren, ah, il est là. Il étudiait en Afrique du Sud, où il était en train de finir son master en finance, mais il voulait le compléter avec un master en finance islamique au Maroc. Et je lui raconte l'anecdote, il est intéressé, et je l'amène à Maté, visiter Maté ensemble. Et quand on arrive, la réponse de Maté le séduit. Il dit, bon, on va exporter la citronnelle. Et on envoie des, SO, des alertes au Gabon, faites-nous des sacs de citronnelle parce qu'ils voulaient faire de tests. Et nous avons fait expédier des sacs de citronnelle cueillis collectés dans les jardins ci et là. Maté reçoit la citronnelle fraîche, passe les premiers tests. Ils sentent qu'il y a quelque chose à en tirer, mais le processus n'est pas le bon. Mais ils voulaient quand même obtenir quelque chose. Et ensemble, on sort un premier produit qu'ils vont baptiser Week-end à Libreville. Ils vont tout faire, tout le processus empaqueté, tout. Et l'histoire, le président est en séjour à la COP 26, je pense, à Marrakech. Et donc, j'ai introduit les opérateurs qui voulaient investir au Gabon, y compris Maté. Et Maté apporte un panier au président dans lequel il avait mis Week-end à Libreville. Un assortiment d'un certain nombre de prix et de produits avec Week-end à Libreville. Il soulève la boîte. Qu'est-ce que c'est ça? Je dis, monsieur le président, c'est la citronnelle du Gabon. Il dit, c'est une blague ou quoi? Je dis, non, c'est la citronnelle du Gabon. On peut industrialiser. Ah, comme bon Gabonais, tout le monde autour. Ah, c'est vrai, ah, mais donc on va faire les champs de citronnelle. Ah, mais non, mais monsieur l'ambassadeur. Mais j'étais content parce que il y avait tellement d'émoi. Lui-même, il a retourné la boîte, je ne sais pas combien de fois. Il nous a félicités. Bon, bref, c'est parti de là, mais naturellement, quand on va rentrer ici, bah, ça, ce sont les choses du Maroc, personne ne suivra. Mais nous, on ne va pas lâcher prise. Alors, j'embarque le jeune homme dans mon rêve et on commence à multiplier les expériences à la maison. Passer au four parce que Mathé voulait de la citronnelle séchée pour mieux l'utiliser. On est passé par toutes les expériences. Et puis, dans la réflexion, un jour, je regarde comme ça, je suis un documentaire, et puis je vois que il y a la possibilité d'extraire des huiles de plantes. Je dis, ah, bon. Alors je le sollicite. J'ai dit, essaie de vérifier, est-ce qu'on ne peut pas faire de l'extraction d'huile de citronnelle? Il va fouiller et là on découvre qu'on peut faire de l'extraction d'huile de citronnelle. Je dis, waouh, on ne peut pas mieux rêver. Et on cherche comment est-ce que c'est fait. Et nous tombons sur un fournisseur local au Maroc qui nous propose d'abord des petits appareils. Et les premières expériences, les premières distillations, nous allons les faire à la résidence de l'ambassadeur du Gabon au Maroc. C'est là que nous allons découvrir qu'effectivement, l'huile de citronnelle, ça existe. Et puis, de l'huile de citronnelle, nous sommes parvenus à beaucoup de choses que vous découvrirez peut-être. Hein, j'espère qu'il vous a amené quelques éléments. Et donc, le Maroc va m'inspirer, mais plus que ça, parce que j'aurais constaté que l'entrepreneuriat, c'est réellement le moteur de l'économie. Parce que je vous parlais de l'expérience du Canada. J'ai vu que Trois-Rivières, la ville dans laquelle j'ai étudié, a connu son essor à cause de la PME. À telle enseigne que les banques
bah, j'espère que ma dette n'est plus existante là-bas parce que 10 ans après, c'est proscrit, je l'espère. Ils accordent les crédits, vous vous présentez comme une PME, même avec votre carte de visite, vous avez le crédit. Et moi, la chance que j'avais eue, c'est que j'avais été admis pour faire une étude pour une PME de la région. Et ça m'avait aidé à obtenir un crédit de à peu près 5 000 $. Mais l'idée, c'était de monter quelque chose. Mais après, bon, je vais rentrer au Gabon. Un jour, je vais payer, c'est pas grave. Je vais rembourser. Et c'était une leçon, une bonne information pour constater que, et ça, on l'apprenait, on peut avoir des multinationales, mais la PME, l'entrepreneuriat, c'est véritablement le moteur de l'économie. Et quand je vais arriver au Maroc, mais cette expérience va tout simplement être le catalyseur parce que je vais finalement retrouver cette passion. Ah, tiens, la passion. Enfin, le mot sort. Je vais trouver cette passion des produits du terroir. Mais en fait, je vais prendre le Maroc en admiration. Parce que durant ma mission, dans tous les bureaux marocains où j'ai été reçu, le cadeau qu'on vous donne viendra de son artisanat, viendra des produits du terroir. Et pire, quand ils ont découvert l'huile d'argan, vous ne pouviez plus avoir un coffret ou un panier sans huile d'argan. Vous ne trouverez pas un coffret, un panier sans la date du Maroc. En tout cas, ils ont fait de la valorisation des produits du terroir une stratégie, une politique. Et ça marche bien. Et ça m'a inspiré. J'ai dit, pourquoi on ne le ferait pas? Et au fur et à mesure, j'ai dit, valoriser les produits du terroir, ça peut être, mais vraiment porteur de richesse et d'emploi. Parce que au fond, on regarde autour de nous, on n'a que ça. Donc, en allant vers la valorisation, peut-être que on trouverait mais, des choses à nous occuper. Et ça va nous aider, ça va m'aider moi particulièrement parce qu'effectivement, quand on me rappelle au gouvernement, et puis on m'appelle au gouvernement, et puis on m'en fait sortir pour d'autres raisons, je sais pas, c'était une période relativement difficile, vraiment difficile. Vous savez, il n'y a rien de plus cruel que lorsque vous êtes auréolé sur un piédestal, félicité, parce qu'on reconnaît en vous certaines valeurs, et le lendemain, on vous dit vous êtes viré. C'est vraiment cruel, ça je le souhaite à personne, mais il faut être stable à un moment donné pour passer le cap. Mais vous êtes bien entouré, c'est une chose. Mais votre entourage, il y a des occupations, chacun veut aller. Quand vous restez seul, vous faites quoi? Et comme j'avais déjà cette passion pour l'entrepreneuriat, et pour moi c'était l'occasion de cogiter davantage, de m'étendre sur tout ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait déjà. Et ça m'a permis de m'occuper, de mettre en place les stratégies qui nous permettent, je pense, de tenir jusque-là. Et puis voilà. Mais si la Ganor, c'était encore une autre expérience. Comme tu l'as dit, je suis un habitué un coutumier des faits. Là, c'est ce qui va aussi arriver. C'est une expérience, mais amère, parce que je pars de la Ganor comme du gouvernement au lendemain d'un succès. Alors, au ministère, je suis décoré par Sa Majesté et d'une décoration la plus haute du Royaume du Maroc, que je reçois puisque j'étais déjà rentré au gouvernement, mais la lettre, je l'avais reçue, j'étais à Rabat, comme je n'étais plus. Et donc, je suis décoré. Une semaine après, je suis viré du, du gouvernement. Et à la Ganor, je sors d'un conseil d'administration, et je pense que j'ai eu un témoin dans la salle. Je sors d'un conseil d'administration, mais comblé. Parce que quand vous sortez d'un conseil d'administration, vous avez des administrateurs, mais des titans
qui vous félicite, qui vous charge encore de nouvelles missions parce que et vous réalisez un chiffre en 2 ans. Parce que quand j'arrive à la Ganor, qui était en train de sombrer, on était à peut-être 1,4 milliard. La première année, on passe à 2. Et puis, la troisième année, on était à 3. Et mes prévisions nous situaient à 5. Au Cameroun, ils font plus. Parce qu'il y avait des activités, il y avait du potentiel. Et donc, on sortait de là avec beaucoup d'ambition. On se voyait déjà avoir le laboratoire de recherche et de certification. Bref, un certain nombre de choses. Je suis tout content quand je sors de mon conseil d'administration. Et déjà, on l'avait prévu de 9 heures à 15 heures. À 13 heures, on avait fini. Tout le monde était heureux de partir. Et avec toutes les résolutions signées, les mandats accordés. Bref, on ne peut pas rêver mieux. Pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est un conseil d'administration, et vous en savez. Et donc j'arrive, on me dit, on veut vous voir. Je dis, ah bon, c'est tellement beau que c'est sûr qu'il y a un dossier compliqué qu'on veut encore me confier. Quand j'arrive, on me demande de m'asseoir, et puis on me dit, vous êtes viré. Pour moi, c'est une blague. Parce que la personne qui le dit, c'est quelqu'un que je connais bien, mon supérieur hiérarchique, que je connais bien, le ministre à l'époque, allais-je dire. Et puis, bon, il me dit, monsieur le ministre, asseyez-vous, parce qu'il m'appelait toujours monsieur le ministre, ce titre-là, parfois, qui reste. Et je m'assieds, on rigole, il m'invite à m'asseoir, et puis il me dit, écoute, je suis obligé de te virer. Je rigole, je dis, bon, c'est une blague, parce qu'ils viennent d'avoir, c'est le même jour, et je ne peux pas oublier la date, c'était le jeudi 22 mars 2020, 2022, jeudi. Je ne peux pas oublier. Je sortais du conseil d'administration. Je suis tellement content. Et on me dit, à la maison. Et après, il me voit rigoler, il prend un air sérieux, il s'assied, il me dit, non, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à la Ganor, mais on m'a demandé de te virer. Écoute, je sais que les institutions sont les institutions, tu es bien placé pour savoir comment ça fonctionne. Je dis, ok, monsieur le ministre, j'ai compris. J'ai pris congé. Depuis ce jour, je n'avais plus jamais mis mes pieds à la Ganor. Et ce jour, j'avais une réunion à l'ANPI parce que je devais recevoir. On avait une réunion, on avait une réflexion sur le développement du Haut-Ogooué et je présidais la commission. Et je suis allé, j'ai présidé ma commission, on a fait la réflexion. Après, je suis rentré chez moi pour ne plus jamais en ressortir, si ce n'est de chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé chez les gens. Personne n'a jamais compris. Bien évidemment, ceux qui m'aiment bien vont être scandalisés, outrés. Je vous passe tous les vocabulaires qu'ils vont utiliser. Et puis, pour ensuite découvrir des conneries, permettez-moi l'expression, moi je m'en excuse. Vraiment les folies de chez nous, quoi. Mais tout simplement parce que, semble-t-il, vous avez voulu gêner par le travail. On ne me vire que par le travail. Ben, je crois que ça va plus être le cas parce que celui qui est là, quand même, il exige le travail. Et comme c'est une bonne donnée, je pense que on aura peut-être l'occasion de faire encore plus et davantage que nous le faisons maintenant. Voilà, et ça, cette expérience-là, m'amène à remercier la passion de l'entrepreneuriat parce que c'est suffisant pour que quelqu'un me cède ou fasse un accident cardiovasculaire. C'est suffisant. Et quand vous sortez de là, si vous n'avez rien qui vous permet de vous accrocher, mais vous succombez. Parce que vous ne comprendrez jamais que, alors que vous êtes adulé, on va vous virer parce que vous êtes adulé. Vous ne comprendrez jamais. Bon, moi, je n'ai jamais compris de toute façon. Ce que j'ai compris, c'est que je me suis assis et je me suis replongé dans mon projet.
sera proate. Et toujours la réflexion et ça occupé. Et puis maintenant, peut-être qu'on va en parler. Et cette passion de l'entrepreneuriat, on peut en avoir d'autres hein, qui vont nous aider, qui vont nous sortir des difficultés comme ça. Mais moi, c'est l'entrepreneuriat qui va m'aider à me maintenir en équilibre avec l'entourage. Et là aussi, il faut avoir la chance parce que l'entrepreneuriat, ça ne se clame pas. Si personne à côté de vous ne croit en vos idées, on va vous prendre pour un malade ou pour quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Et merci madame d'avoir été l'inspiratrice. Euh, et il faut quelqu'un qui croit en vos idées et qui découvre en votre passion, mais une bonne richesse qui peut aider aussi. Mais ça n'arrive pas tout seul, il faut partager. Il faut partager la passion. Il ne faut pas la garder pour soi parce qu'un trésor caché est tout sauf un trésor. Un trésor devient trésor quand on le révèle. Donc si vous êtes passionné, ben, partagez votre passion. Moi j'ai partagé ma passion et puis aujourd'hui il y a quelqu'un qui en a fait la sienne. Je pense que petit à petit on ne me met pas encore de côté. Hein. Je pense que j'inspire encore un peu, je m'en occupe encore en plein temps. Mais après, peut-être que vous me le demanderiez, quand on est occupé aussi par les besoins de la République, qu'on doit assumer pleinement, c'est le genre de choses qui peuvent s'estomper sinon se mourir. Et j'aurais beau être passionné, je n'aurais pas réussi à porter ce projet jusqu'à un certain niveau s'il n'y avait pas eu de relais. Et ça, je tiens à remercier le jeune homme qui s'est laissé piquer par la passion de l'entrepreneuriat pour reprendre et me laisser respirer. Maintenant, j'interviens comme un patron qui n'a jamais rien gagné, mais qui continue toujours à se passionner. Quelqu'un qui voulait intervenir là. Merci beaucoup pour ce témoignage et je pense que là, GG pourrait revenir aussi sur les hectares IA, mais bon, on laisse la parole quand même aux uns aux autres. Merci. Bonsoir à tous. Merci pour ce partage. Ulrich Bungili, enseignant à Montréal. On a donc en commun la fraîcheur aussi dans le froid du Canada. Et j'ai deux questions. La première, c'est de savoir, vous avez gravi les échelons et vous démontrez quelque part ne pas être nécessairement attaché à ces fonctions-là, ce qui est digne d'admiration. Est-ce que le retour à la Terre va dans ce sens-là? Et à quel point la mentalité, ce qu'on peut appeler la mentalité canadienne, est-ce que la mentalité canadienne ou la façon de faire du Canada en milieu professionnel a accentué votre envie aussi de rester fidèle à la Terre, quand on sait qu'au Canada, on est plus dans des rapports horizontaux plutôt que verticaux. On est entre collaborateurs et pas forcément une ligne. Voilà. La deuxième chose, est-ce que le contexte actuel peut nous permettre d'envisager un Gabon dans, disons, 20 ou 30 ans, avec de grands capitaines d'industrie, des grandes industries qui s'exportent? Merci beaucoup. Bon, il y a, si ça peut, il y a un lien avec ce que vous avez posé comme question. Pour aller à IA, je pense pas que en dehors de ceux qui sont en face, celles qui sont en face de moi, je pense pas qu'il y ait beaucoup qui aient déjà été à IA. IA, c'est à 43 kilomètres de Léconie. C'est le village de mon père.
Et pour y aller, ça vous prend à peu près une cinquantaine de minutes, quand vous avez une bonne voiture, bien sûr. Mais je vous invite d'ailleurs, hein, pour ceux qui vont s'inscrire à la caravane touristique, je vous y invite et si vous êtes prêts à y aller, faites-moi signe. Vous irez découvrir parce que on traverse un parc, un beau parc animalier où vous trouverez des espèces qu'on ne voit qu'en Afrique du Sud, les oryx, les impala et tout ça. Et ce parc est dans le territoire de mon village. Alors, je repars à IA d'abord pour renouer avec le village de mon père. Et ça nous manquait, je constatais autour de moi que personne n'avait jamais été. J'avais été l'un de ces rares enfants à y être, mais j'étais enfant. J'avais des vagues souvenirs. En dehors de moi, c'était notre aînée, notre grande sœur. Et puis, on part d'ici, j'organise le voyage. Mais en fait, initialement, j'organisais parce que je pensais déjà qu'il fallait faire quelque chose de grand. Parce que la savane, ça nous offre mais des étendues imprenables. Et à la réflexion, il y a cette nécessité de renouer avec ces terres finalement. On y va avec papa qui tenait à me montrer là où il est né, là où il a grandi. Et il y a quelque chose qui va se produire parce que je regarde autour, il n'y avait que la terre. La terre à valoriser. Et on part de là, 6 mois plus tard, je pense, il décède. Et puis pour moi, c'était un appel au village, il fallait repartir pour rester et amener les autres. Alors, on constate un tel potentiel de notre pays que quand on a fait des pays comme le Maroc, comme le Canada, et voir comment les gens vivent de la terre, on en a honte. Et on se dit, et c'est ce que je m'étais dit, que quand on passe à travers champs dans les plateaux et qu'on arrive au Congo, c'est la même terre, c'est la même végétation, c'est le même climat, mais nous importons le manioc du Congo. C'est honteux. Et le Congo a fait, quand dans les études, ils font leurs études de marché, parmi le pôle de vente, ils citent le Gabon. C'est honteux. Et ça m'a révolté. Et oui, en tout cas, ce n'est pas anodin. Il y a quelque chose parce que les périodes d'étudiants, je crois que c'est les meilleures périodes de notre vie. C'est au cours de ces périodes que nous apprenons beaucoup de choses, que nous nous forgeons aussi. Et si nous passons par des bons endroits, et surtout si on est attentif, parce qu'il y en a qui sont allés, mais qui reviennent, bon, ils ont leur papier, c'est tout. Ça dépend de qu'est-ce qu'on est allé faire et comment nous avons été capables d'observer. Et oui, effectivement, entre l'orgueil de valoriser les produits du terroir et le pragmatisme nord-américain, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Et pour la petite histoire, nous étions dans une réunion et je reçois un message de l'un des membres du gouvernement qui me félicite sur un travail. Il dit, ah mon frère, là on sent que tu viens du Canada. On a rigolé. Mais tout simplement parce que c'est pas pour les vanter, il y a une façon de faire. Et en ce moment, nous vivons, pour rester dans le contexte, nous vivons à peu près ces réalités. Nous avons un président de la République qui est... Il y en a qui chantent son pragmatisme parce qu'ils ont entendu les autres parler de son pragmatisme. Mais le pragmatisme du président Brice Clotaire Oligui Nguema est pour nous un des facteurs clés de succès. En tout cas pour les collaborateurs qui ont souffert parce qu'ils ont bien travaillé, ils trouvent là l'occasion de proposer quelque chose au pays. Donc oui, je pense que mes enseignements au Canada ont impacté sur ma façon de concevoir. On écrit, bon déjà sur les questions de littérature, ça ne trompe pas. Celui qui se veut pragmatique
Il va aller dans des tableaux, il va aller dans des phrases courtes, dans des résumés, dans des synthèses, dans des schémas. Il raisonnera beaucoup plus sur des formes graphiques parce que la lecture est facile et ça s'assimile beaucoup plus facilement. Oui, je crois que ça m'a impacté et ça sert. J'espère que ça va encore servir longtemps. Le fait d'être collé à la terre, est-ce que finalement, ça fait en sorte on soit détaché d'un certain nombre de choses? Ça ne se calcule pas, ça ne s'impose pas. Je pense que ça se cultive et ça se vit. Et c'est vraiment le conseil que je donnerai aux uns aux autres. Il faut considérer que euh, tout est passager, y compris les fonctions. Il faut considérer que le plus important pour vous, pour nous, c'est le travail que nous faisons. Parce que le travail, c'est l'élément cardinal par lequel on peut le mieux s'exprimer. C'est l'élément par lequel on peut le mieux se révéler. C'est l'élément par lequel on peut le mieux être valorisé. Que quelqu'un vous aime, qu'il ne vous aime pas, il peut vous cacher, mais votre travail parlera pour vous. Donc le travail, c'est une donnée. Quand on le tient, quand on la tient, ben, il ne faut plus la lâcher. Et être collé à sa terre, être collé. L'agriculture, c'est une réalité qui ne trahit pas. Donc la terre de façon générale. Bon, il a bien rappelé que je suis musulman, donc bon croyant. Et quand on nous dit que de la terre nous sommes venus, à la terre nous repartirons, et si nous restons collés à la terre, je pense qu'on ne peut que mieux s'élever et ça nous évite de nous élever et de rester flottants. Donc il faut rester les pieds sur terre. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis passionné de l'agriculture, parce que je veux rester les pieds sur terre. Mais bien au-delà, ou à côté de cela, euh, c'est peut-être parce que aussi je suis de nature réaliste. Je m'interdis d'être prétentieux et de rechercher des choses qui seront soit éphémères ou que je ne pourrai atteindre qu'avec des échafaudages. Je me l'interdis parce que je me dis, par rapport à l'agriculture, c'est la proximité. Et en développant ou en restant accroché à l'agriculture, nous avons accès à ce que nous savons le mieux faire. Parce que nous avons vu nos grands-parents faire l'agriculture. Maintenant, c'est à nous de penser qu'à travers ça, nous pouvons soit nous enrichir, nous nourrir, ou nourrir les autres, ou nous diversifier. Parce que ce qui est magique dans cette histoire, c'est que aujourd'hui, l'agriculture appelle pratiquement toutes les technologies. Pratiquement toutes les technologies. Même la digitalisation est rentrée dans l'agriculture. Donc, pour moi, c'est quelque chose de magique. L'agriculture n'est plus cette terre. Et je suivais une intervention, je crois que c'était Hervé Anvas, c'est comme ça. Il a dit quelque chose de très intéressant. Bah voilà, il se moque de nous là-bas. Bon, on aura bientôt fini. Il a dit quelque chose d'intéressant et qui a capté mon attention. Il a dit quand on était enfant, lorsqu'on nous donnait la machette et la houe, c'était pour nous punir. Et quand on avait fait la bêtise, on dit à la récré, allez, tu prends la houe, tu vas punir, tu vas faire. Et pour toi, c'était dévalorisant. Et c'est la vérité. Les autres se moquent de toi, tu machin. Or, les autres en Afrique de l'Ouest, là-haut, la machette, c'est le capital. C'est un élément constitutif de son capital industriel ou machin, tout ça là. Donc, cette différence culturelle enseigne. L'agriculture ne peut que nous inspirer. Et quand je suis arrivé à IA, en voyant les étendues de terre, j'ai dit, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire au Gabon? Et je me suis dit, si je dois cultiver à IA, ce n'est pas 1 hectare,
ce n'est pas 2 hectares, ce n'est pas 10 hectares. Et je découvre que celui qui avait fait le plus avait fait 30 hectares. Alors j'ai pris la résolution d'aller sur les centaines. Et je me suis donné comme premier objectif 250 hectares de manioc et autres cultures variées. J'avais presque réussi. Je dis presque parce que je vais buter contre une réalité, mais désormais qui va être réglée, c'est la question logistique. Donc pour y réussir, je devais louer le tracteur, mais malheureusement le prestataire à qui j'avais payé pour mettre 250 hectares, 3 ans plus tard, il m'en a livré que 105. Donc, mais je ne me suis pas découragé pour autant. N'ai jamais découragé. N'ai jamais se décourager parce qu'avec des frères, j'ai mes frères là qui sont aussi aventuriers comme moi, nous avions commencé pas par 100 hectares. Nous avions commencé en test 40 hectares. Aïe, j'entends. Mais je ne commence pas l'agriculture dans les plateaux aïe. Quand je rentre du Maroc, inspiré par ce que j'ai vu, je me suis dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Et donc, le premier test que nous allons faire à l'Econi, ça va être de 3 hectares, et puis 7 hectares, et puis 10 hectares. Et puis, Covid arrive, ben on ne part plus, échec. Et puis, quand on va dans le village de mon père, on dit, bon, il faut faire plus. Échec parce que, enfin, je vous passe les détails, mais la terre nous a tellement retenus et accrochés qu'aujourd'hui, on ne veut plus en démordre. Donc, l'expérience continue. J'espère que ça va inspirer beaucoup d'autres. Parce que à IA, aujourd'hui, nous avons aussi essayé de partager un rêve. Parce que nous avons pu défendre la théorie du développement des chaînes de valeur. À partir d'une seule culture, on peut créer tout un écosystème. En l'exemple, nous nous appuyons sur le manioc pour essayer de le décortiquer dans toutes ses formes. Peut-être que vous allez découvrir quelques-unes, mais il n'y a pas que hier, Franzil, nous avons pu aller au fond de l'ananas pour essayer de consommer tout l'ananas sans... Ah non, je garde tout le micro, déjà. Je pense que j'allais pas m'arrêter, mais bon, je vais m'arrêter. Est-ce que j'ai fait... Merci. Ah, bon, mais je ne sais pas si ça intéresse... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut cultiver la citronnelle? Bon, ça y est, c'est bon, c'est bon. Mais je vous y encourage parce que le champ de citronnelle, le premier qui existe, on a pu vérifier, c'est le nôtre. Et la citronnelle, c'est une plante qui a tellement de vertus que si on va au fond, aujourd'hui, on est incapable de satisfaire la demande qui se présente devant nous parce que les champs ne sont pas en capacité de permettre la transformation de ceux dont on a besoin. Donc, c'est encourageant pour ceux qui voudraient. Le marché mondial, il ne demande que ça, alors que pour nous, on banalise la citronnelle. Il y a beaucoup de choses à gagner dans la citronnelle. Voilà, donc je disais que je vais commencer par dire que j'ai été piqué par la fibre entrepreneuriale. C'est vrai qu'après les études primaires, lycée, ensuite à l'étranger, je pensais à un parcours commun. Donc j'avais même reçu des demandes à la suite de ma formation en finance islamique, parce que je faisais partie des premiers Gabonais à avoir un master dans cette filière. Mais mon passage au Maroc m'a énormément touché parce que, comme il l'avait dit, il a partagé l'idée, mais c'est lorsque je suis rentré en contact avec l'huile des œufs de fourmi fait par les Marocains que j'ai dit non, c'est pas possible, effectivement. Ce qu'il dit a du sens et tout de suite je me suis aligné. Donc depuis, c'est un mélange de passion. C'est un mélange aussi de discipline, mais c'est surtout aussi un mélange de croyance et de foi. Parce que
Je suis chrétien. Et rapidement, la Bible nous dit, si je me rappelle bien, dans Proverbe 22, 6, instruis le jeune dans la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et en tant qu'enfant, les premières personnes qu'on a en périphérie sont nos parents. Donc, qu'on le veuille ou pas, on capte, on enregistre, on essaie de reproduire. Et c'est ce qui s'est passé, je pense. À la fin, j'ai vu un exemple qui m'a parlé d'une idée. Et comme je sais qu'il veut du bien de ses enfants, bah, j'ai penché l'oreille. Et c'est au bout de l'expérience, ma petite expérience dans l'activité, que j'ai commencé à développer moi-même une vision un peu plus élargie du projet. Donc voilà. Et vous parlez de la vie entrepreneuriale, bah, c'est toute une aventure. C'est surtout lorsqu'on est précurseur sur une activité ou des activités pas encore présentes sur le territoire. C'est des hauts, c'est des bas, beaucoup de bas, très peu de hauts. Déjà, le premier challenge vient des personnes immédiates de la famille. Pourquoi aller au village planter la citronnelle alors que tu as tous les diplômes qu'il faut pour être dans un bureau climatisé? Donc, avec cela, le soutien de papa et puis d'autres personnes m'ont aidé à tenir le coup. Et donc, aujourd'hui, les activités ont beaucoup évolué depuis le temps. Donc, aujourd'hui, je n'échangerai pas cette expérience avec quoi que ce soit. Aucun poste à la fonction publique. Parce que de par cette expérience dans l'entrepreneuriat, j'en ai appris tellement sur l'homme, tellement sur l'activité, tellement sur le potentiel humain, tellement sur la chaîne de valeur qui peut être appliquée pas seulement en agriculture, mais aussi dans l'administration et autres, que si j'étais passé par un autre schéma, bah, je n'aurais pas ça. Voilà. Je suis Christian Chica, expert en développement d'entreprise et en intelligence artificielle. Monsieur Guy, je vous remercie pour la richesse de votre intervention. J'ai deux questions. La première, quel conseil donnerez-vous aux entrepreneurs pour réussir la commercialisation de leurs produits du terroir dans un marché très concurrentiel, surtout avec tous les produits importés? La deuxième question, quelles seraient les politiques à mettre en place, que ce soit fiscales ou douanières, pour encourager les entrepreneurs à exporter les produits du terroir? Merci. Alors, qu'est-ce qu'il faut conseiller aux entrepreneurs qui pourraient aussi être passionnés des produits du terroir et les commercialiser sur notre marché, vous voulez dire, très concurrentiel, dites-vous. Je pourrais me tromper, mais il n'y a pas encore de concurrence pour nos produits du terroir. Il n'y en a pas encore. Oui, il y a beaucoup d'importations, je vous l'accorde. Mais on pourrait vous retourner la question en disant, sur le marché, quels sont les produits du terroir que vous trouvez, que nous trouvons sur notre marché, qui sont bien faits, bien packagés, bien positionnés et qui n'arrivent pas à se vendre? Je n'en connais pas beaucoup. Vraiment, je n'en connais pas beaucoup. Produits de terroir, nous entendons. Hein, parce que qui dit terroir dit que ce sont nos produits. Donc, en principe, ça va être la valorisation de ce que pour l'instant nous sommes seuls à avoir ou qu'on peut trouver ailleurs, mais que nous consommons peut-être différemment ici. Donc, en termes de concurrence, je pense que nous avons encore de l'espace. Par contre, nos produits aujourd'hui, et par expérience, nous avons constaté que très souvent, nos produits se sont heurtés à la qualité et surtout à la qualité de leur présentation. Quand on organise les foires, vous voyez que d'année en année, les produits deviennent de plus en plus présentables.
il y a quelques années, lorsqu'on parle de foire des produits gabonais, vous allez trouver un bissap dans une bouteille récupérée d'eau minérale. On va trouver un bon produit pourtant, mais repris dans un bocal de mayonnaise, machin, ça reste artisanal mais basique. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas et nos produits, je pense, deviennent un peu plus concurrentiels et se vendent mieux. Donc, s'il y avait un conseil à donner, c'est de rechercher la qualité. C'est le seul élément différentiel qu'on pourra trouver pour bien positionner nos produits. Si on produit pour produire, ça va rester un produit banal. Et ce qui est dit pour nos produits du terroir l'est aussi pour d'autres produits. Parce qu'au fond, vous savez, il y a une théorie avec laquelle je ne suis pas d'accord. C'est la théorie de l'étroitesse du marché gabonais. Oui, lorsqu'on fait une étude, on veut vendre un produit, on recherche le milieu, on veut plus vendre, on veut beaucoup vendre. Mais on ne doit pas s'auto-flageller en se disant « j'ai pas de marché ». Le Gabon est ce paradoxe. Voilà un pays qui importe des milliards et des milliards de produits alimentaires, dont le poulet, mais qui dit le marché gabonais est étroit, on ne peut pas faire du poulet. Ça n'a pas de sens. Est-ce que nous avons déjà inondé notre marché, l'occupé, le saturé, avant de crier à l'étroitesse du marché? Donc, pour que un producteur gabonais axé produit du terroir, le premier élément que je conseillerais, c'est donc la qualité. Le deuxième élément, c'est de sortir du brut. C'est-à-dire, si on veut valoriser, si on veut se nourrir de nos produits du terroir, il faut parvenir à la transformation. Aujourd'hui, si on s'était arrêté sur la citronnelle brute, on n'aurait pas fait long feu. J'avais vu exposer à Meknes, au Salon international d'agriculture, la citronnelle bien dans des paquets et tout ça. Il y en a qui avaient acheté. Bon, puisqu'on était déjà passé à une étape supérieure, pour moi, c'était devenu banal. Et j'ai compris que si on veut réellement vivre de nos produits du terroir, donc le deuxième conseil, c'est de rechercher la transformation, donc la valeur ajoutée. Mais un autre élément qui n'est pas dépendant du producteur, c'est l'accompagnement. Et c'est là où je vous rejoins, plutôt je suis sur la deuxième question, les politiques ou les stratégies ou l'accompagnement. Pour l'avoir enduré,